Léna se réveilla en sursaut, le cœur battant, alors que la porte de sa chambre claqua violemment contre le mur. Son père, les yeux rougis par la rage et l'alcool, brandissait un téléphone comme une arme, hurlant des mots qui lacéraient l'air. « Comment as-tu pu me faire ça? À moi? Ton père? » Margot, encore nue sous les draps, se redressa d'un bond, son visage pâle reflétant la terreur pure, tandis que Léna sentait le monde s'effondrer autour d'elle. Dans la petite maison de Barcelone, nichée dans le quartier gothique où les rues étroites murmuraient des secrets anciens, Léna avait toujours cru que son père était son dernier rempart contre la solitude. Sa mère était partie trop tôt, emportée par un cancer foudroyant 2 ans auparavant, laissant derrière elle un vide que ni les prières ni les souvenirs ne pouvaient combler. Léna, à 19 ans, avait dû grandir vite, assumant les tâches ménagères tout en poursuivant ses études en littérature à l'université. Son père, Javier, un architecte autrefois brillant, s'était replié sur lui-même, noyant son chagrin dans le vin rouge et les longues nuits solitaires. Mais Léna l'aimait, d'un amour filial teinté de pitié, ignorant que sous cette façade se cachait une ombre plus sombre. C'est lors d'une soirée d'été, alors que la chaleur étouffante de l'Espagne enveloppait la ville comme un voile, que Léna avait rencontré Margot. Elle était française, venue à Barcelone pour un stage en art, avec ses cheveux blonds cascadant comme des rayons de soleil et ses yeux bleus qui semblaient capturer l'océan. Margot, 20 ans, étudiante à la Sorbonne, avait croisé le chemin de Léna dans un café du Barry gothique, où les touristes se mêlaient aux locaux. Un regard échangé, un sourire timide, et soudain, le monde de Léna s'était illuminé. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, elle se sentait vivante, désirée, aimée d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Leur relation avait commencé comme un feu follet, discrète et passionnée. Des promenades le long de la Rambla, des baisers volés dans les ruelles sombres, des nuits passées à chuchoter des rêves sous les étoiles. Margot apportait à Léna un parfum de liberté, un écho de la France romantique qu'elle avait lu dans les livres de Colette ou de Sagan. « Tu es ma muse, ma tempête », murmurait Margot en français, ses lèvres effleurant la peau de Léna, tandis que celle-ci, avec son accent espagnol teinté de catalan, répondait en riant, « Et toi? Tu es mon horizon. » Mais dans l'ombre de cette idylle, Javier observait. Il avait remarqué les absences prolongées de sa fille, les textos qui illuminaient son visage, les parfums étrangers qui imprégnaient ses vêtements. Jaloux de cette joie qu'il ne pouvait partager, il avait commencé à douter, à fouiller, à installer discrètement une caméra dans la chambre de Léna, sous prétexte de sécurité. Le soir de la découverte, tout bascula. Léna avait invité Margot pour une nuit clandestine, ignorant que les yeux électroniques de son père capturaient chaque caresse, chaque murmure. Le lendemain matin, l'irruption de Javier transforma l'amour en chaos. « C'est contre nature. Ta mère serait horrifiée, » cria-t-il, les veines saillantes sur son cou. Léna, tremblante, se dressa entre lui et Margot, protégeant sa bien-aimée comme un bouclier. « Papa, s'il te plaît, écoute-moi. Ce n'est pas une trahison. C'est qui je suis. » Mais Javier, aveuglé par son éducation conservatrice et son deuil inachevé, ne voyait que la perte d'une fille qu'il croyait connaître. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Léna et Margot se réfugièrent chez une amie de Margot, dans un petit appartement près de la Sagrada Familia. Là, au milieu des touristes émerveillés par l'œuvre inachevée de Gaudí,
Elles pleurèrent, se consolèrent et renforcèrent leur lien. Je ne te laisserai pas tomber, promit Margot, ses doigts entrelacés avec ceux de Léna. Pourtant, le doute s'insinuait. Léna se demandait si elle pouvait pardonner à son père, si leur relation pouvait survivre à cette invasion de privacy. Ravière, de son côté, errait dans la maison vide, hanté par les images qu'il avait vues, regrettant son geste impulsif mais incapable d'admettre sa faute. Au fil des semaines, la tension monta. Léna tenta de renouer le dialogue, envoyant des messages que Ravière lisait sans répondre. Margot, avec sa sensibilité française, encourageait la réconciliation. L'amour filial est comme un vin vieux. Il a besoin de temps pour se bonifier. Mais un soir, lors d'une rencontre fortuite dans un bar, Ravière confia à un ami son intention de « corriger » sa fille, murmurant des mots qui sentaient la trahison. Sans le savoir, cet ami, ému par l'histoire, en parla à une connaissance commune, et le vent porta la rumeur jusqu'à Léna. La confrontation inévitable approchait. Léna, le cœur serré, décida de retourner chez elle pour affronter son père. Margot insista pour l'accompagner, craignant le pire. Dans la maison familière, imprégnée d'odeurs de paella et de vieux livres, Léna trouva Ravière assis à la table de la cuisine, une bouteille vide à ses côtés. « Pourquoi, papa? Pourquoi la caméra ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. Ravière leva les yeux. Et pour la première fois, Léna y vit non de la haine, mais de la peur. « J'avais peur de te perdre, comme j'ai perdu ta mère. » La révélation frappa Léna comme un coup de tonnerre dans le ciel clair de Barcelone. Ravière avoua tout, la caméra n'était pas seulement pour la surveiller, mais pour la protéger. Croyait-il, d'un monde qu'il ne comprenait pas. Ta mère et moi, nous avions rêvé d'une vie normale pour toi, murmura-t-il, les larmes coulant sur ses joues burinées. Margot, debout dans l'embrasure de la porte, observait la scène avec une empathie muette, son cœur français battant au rythme des drames romantiques qu'elle avait lus dans Balzac. Mais la confiance était brisée. Léna, submergée par un mélange de colère et de compassion, quitta la maison ce soir-là, emportant avec elle les vestiges de son enfance. Elle et Margot s'installèrent temporairement dans un hôtel bon marché près de la plage de la Barceloneta, où les vagues de la Méditerranée venaient lécher leurs blessures. Là, leur amour s'épanouit dans l'adversité. Des promenades main dans la main sur le sable. Des discussions profondes sur l'identité et l'acceptation. Des nuits où les corps se fondaient en une harmonie parfaite. « Tu es ma révolution personnelle ?» chuchotait Léna à Margot, qui répondait en riant, « Et toi ? Ma Bastille conquise. » Pourtant, le passé ne lâchait pas prise. Ravière, rongée par le remords, chercha de l'aide auprès d'un thérapeute, un vieil ami catalan qui lui parla de tolérance et de deuil non résolu. Il apprit que sa peur venait de plus loin, une enfance stricte en Espagne franquiste, où l'amour non conventionnel était synonyme de péché. Lentement, il commença à lire des livres sur l'homosexualité, des témoignages qui ébranlèrent ses certitudes. Un soir, il envoya un message à Léna, « Je suis désolé. Viens parler. » La rencontre fut tendue, mais chargée d'espoir. Dans un café ombragé de la Plaça Royal, entouré de palmiers et de fontaines murmurantes, père et fille s'assirent face à face. Margot attendit à une table voisine, prête à intervenir. Ravière parla le premier, « J'ai vu les images.
Et au lieu de voir l'amour, j'ai vu ma propre perte. Pardonne-moi. Léna, les yeux brillants, raconta son histoire, comment elle avait découvert son attirance pour les femmes à l'adolescence. Comment la mort de sa mère l'avait poussée à se cacher. Comment Margot avait illuminé sa vie. Ce n'est pas une phase. Papa. C'est moi. La conversation dura des heures, oscillant entre larmes et rires. Ravière confia ses souvenirs de la mère de Léna. Une femme forte et aimante qui aurait sans doute accepté sa fille telle qu'elle était. Pour la première fois, il serra Margot dans ses bras, murmurant un « bienvenue, maladroit ». Mais au fond de Léna, une graine de doute persistait. Était-ce sincère? Ou une façade pour la reconquérir? Le conflit s'intensifia lorsque Margot reçut une offre de retour en France pour une exposition d'art. « Viens avec moi. À Paris. » supplia-t-elle Léna. Celle-ci hésita, déchirée entre son amour et sa loyauté filiale. Ravière, sentant la menace, commit une erreur fatale, il contacta secrètement les parents de Margot, des bourgeois conservateurs de Lyon, pour les alerter sur la relation de leur fille. C'était une trahison calculée, née de la peur panique de perdre Léna définitivement. Lorsque Margot découvrit l'appel, un message vocal mal effacé, le monde s'écroula à nouveau. « Comment a-t-il osé » cria-t-elle, les poings serrés. Léna, atterrée, confronta son père une seconde fois. Dans la maison, l'air chargé d'électricité, elle hurla « Tu as détruit tout ce que j'ai construit. » Ravière, acculée, avoua « Je l'ai fait pour toi. Pour nous. » Elle t'emmènerait loin. Mais ces mots sonnaient faux. Écho d'une possessivité toxique. Margot, blessée, envisagea de partir seule. Je t'aime, Léna. Mais je ne peux pas vivre dans cette ombre. Les nuits devinrent des batailles intimes, où l'amour et la douleur se mêlaient. Léna, perdue, erra dans les rues de Barcelone, contemplant les mosaïques de Parc Güell, symbole d'un chaos créatif. Elle se rappelait les mots de sa mère, l'amour vrai libère. Il n'emprisonne pas. Au milieu de cette tourmente, un rayon d'humanité émergea. Ravière, voyant le désespoir de sa fille, consulta à nouveau son thérapeute et décida de faire amende honorable. Il invita Margot à dîner, seul à seul, pour s'excuser. Dans un restaurant typique servant des tapas, il parla de son passé, de ses regrets, et promit de changer. Margot, touchée par sa vulnérabilité, accepta ses excuses, mais posa une condition, laisser Léna choisir sa vie. Le haut tram approchait, inexorable comme les fêtes de la Mercey qui enflammaient Barcelone chaque automne. Léna, coincée entre deux mondes, devait décider, rester avec son père pour reconstruire leur lien, ou suivre Margot en France pour embrasser pleinement son identité. Les nuits étaient agitées, remplies de rêves où sa mère apparaissait, fantôme bienveillant, murmurant des conseils énigmatiques. Suis ton cœur, ma chérie, mais n'oublie pas tes racines. Margot, patiente mais ferme, préparait ses valises. Paris nous attend, avec ses rues pavées et ses cafés où l'amour n'a pas de frontières. Léna imaginait la vie là-bas, des promenades le long de la Seine, des visites au Louvre, une liberté qu'elle n'avait jamais connue en Espagne. Mais l'idée d'abandonner Ravière la rongeait. Il avait changé. Ou du moins essayait-il, il participait à des groupes de soutien pour parents d'enfants LGBTQ+.
Lisait des auteurs comme Simone de Beauvoir pour comprendre le féminisme et l'amour lesbien. Une nuit. Lors d'une dispute passionnée, Margot révéla une vérité cachée, elle avait elle-même installé une application de traçage sur le téléphone de Lena. Par jalousie envers Ravière. J'avais peur qu'il te reprenne, avoua-t-elle. Les larmes aux yeux. C'était une trahison symétrique? Un écho de la caméra cachée. Lena, stupéfaite, sentit le sol se dérober. Comment as-tu pu? Après tout ce qu'on a traversé? Le couple vacilla. La confiance ébranlée une fois de plus. Dans ce chaos émotionnel, Lena chercha du réconfort dans la culture qui l'entourait. Elle visita la cathédrale de Barcelone, où les vitraux multicolores symbolisaient la fragmentation de l'âme. Là, elle pria non pour un Dieu distant, mais pour une clarté intérieure. Ravière, de son côté, organisa une surprise, une lettre manuscrite, accompagnée d'une photo de famille ancienne, où la mère de Lena souriait avec une tendresse infinie. Ta mère m'a aimé malgré mes faiblesses. Donne-moi une chance de t'aimer comme tu es. La confrontation finale eut lieu lors d'un dîner familial improvisé. Dans la maison, autour d'une table garnie de plats espagnols tortilla, jamon et un vin français en hommage à Margot. Les trois s'assirent. Ravière parla le premier, j'ai été un père aveugle. La caméra était une erreur, une invasion. Mais j'apprends. Margot, encore blessée par sa propre faute, avoua son traçage, j'ai agi par peur. Comme vous. Nous sommes tous humains. Imparfaits. Lena, au centre de ce triangle, écouta. Le cœur gonflé d'émotions contradictoires. Les mots fusèrent. Les larmes coulèrent. Mais progressivement, une catharsis s'opéra. Ravière accepta Margot comme partie de la vie de sa fille, promettant de la soutenir. Margot, touchée, pardonna à Ravière et à elle-même. Lena, enfin, trouva la paix, elle choisirait les deux. Je vais à Paris avec Margot. Mais je reviendrai. Notre famille s'agrandit. Elle ne se brise pas. Les mois suivants furent une renaissance. Lena et Margot s'installèrent à Paris, dans un petit appartement du Marais, quartier emblématique de la communauté LGBTQ+. Là, elles vécurent leur amour au grand jour, entourées d'amis artistes et de cafés philosophiques. Ravière visita souvent, apprenant le français pour mieux communiquer, et participant même à la Pride de Paris, un drapeau arc-en-ciel à la main. Mais le chemin n'était pas sans obstacles. Des lettres anonymes, envoyées par d'anciens amis conservateurs de Ravière, tentaient de semer le doute. Margot luttait contre sa propre famille, qui la désavouait. Lena, au milieu, puisait dans sa force intérieure, inspirée par les figures littéraires françaises comme Marguerite Yourcenar, qui avait osé vivre son amour lesbien sans compromis. Un jour, lors d'une exposition d'art de Margot, Lena prononça un discours impromptu, l'amour n'est pas une trahison. C'est une révélation. Il nous rend plus humains. Ravière, présent dans la foule, applaudit le plus fort, les yeux brillants de fierté. Le dénouement arriva comme une aube douce sur la Méditerranée, apaisant les tempêtes passées. Lena et Margot, après un an à Paris, décidèrent de revenir à Barcelone pour un mariage symbolique, unissant non seulement leur cœur mais aussi leur monde. Ravière, transformée, offrit la maison familiale pour la cérémonie, décorée de fleurs et de lumière qui évoquaient les fêtes espagnoles.
La veille, dans la quiétude du soir, Léna et son père marchèrent sur la plage. J'ai failli te perdre pour toujours, murmura Ravière. Léna serra sa main, mais tu m'as retrouvé. C'est ça. L'amour personnel. Margot, rejoignant eux, ajouta, et nous formons une famille maintenant. Le jour du mariage, sous un ciel azur, amis et famille se rassemblèrent. Pas de prêtre, mais un officiant laïque qui parla d'égalité et d'humanité. Léna, en robe blanche simple, et Margot, en tailleur élégant, échangèrent des vœux en français et en espagnol. Tu es ma lumière dans l'obscurité, dit Léna. Et toi? Mon ancre dans la tempête, répondit Margot. Ravière, émue, offrit une bague ayant appartenu à la mère de Léna. Symbole de continuité. Mais la vie, fidèle à son essence dramatique, réserva une dernière épreuve. Peu après, Ravière fut diagnostiquée d'une maladie cardiaque, écho du cancer de sa femme. Léna et Margot rentrèrent précipitamment, veillant à son chevet. Dans ces moments intimes, les liens se renforcèrent. Ravière confia, j'ai appris trop tard, mais grâce à vous, je meurs en paix. Il ne mourut pas immédiatement, mais guérit lentement, grâce aux soins et à l'amour. Des années plus tard, Léna et Margot, mères de 2 enfants adoptés, vivaient entre Barcelone et Paris. Ravière, grand-père aimant, racontait des histoires de sa jeunesse, omettant les ombres pour ne garder que la lumière. La caméra cachée n'était plus qu'un souvenir, une leçon sur la privacy et le respect. Dans cette fin personnelle, où l'amour triomphait des trahisons, Léna réfléchissait souvent à leur parcours. La vie est un roman français, pleine de passion, de drame, mais finalement, d'humanité. Margot souriait, et nous en sommes les héroïnes. Ainsi se clôturait leur histoire, non dans la tragédie, mais dans une harmonie conquise, rappelant que même les cœurs brisés pouvaient se réparer, fil par fil, avec patience et amour.